aurait cru qu'un coup de ciseau pouvait révolutionner la vie des femmes? En 1889, Herminie Cadol, corsetière française installée à Buenos Aires, invente le soutien-gorge en découpant un corset. Avant d'en arriver à ce geste émancipateur, Herminie Cadol a été une communarde et une militante en faveur des droits des ouvriers. C'est l'histoire de cette pionnière du féminisme peu connue aujourd'hui que je vais vous raconter dans un récit en 2 épisodes en partenariat avec Madame Figaro. Je suis Virginie Giraud, votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Herminie Cadol, l'anarchiste qui a inventé le soutien-gorge. Épisode 1. Une corsetière communarde. Nous sommes à Paris le 27 juin 1889. Depuis le 15 mai, la 10e exposition universelle a ouvert ses portes. Cette année, son thème est la Révolution française puisqu'on en fête le centenaire. La France républicaine veut montrer au monde qu'elle est à la pointe du progrès et de la technologie. Le pays souhaite mettre en avant les richesses tirées de ses colonies et son excellence dans le travail d'un nouveau matériau de construction, le fer. Du Trocadéro aux Invalides, on compte presque 62 000 exposants prêts à faire découvrir leur savoir-faire aux 32 millions de visiteurs qui parcourront cet événement exceptionnel. Les pavillons construits pour l'occasion sont des merveilles. Quel dommage de devoir les détruire. On y expose des œuvres d'art, des objets artisanaux, des machines industrielles, tout pourvu que ce soit révolutionnaire. Pour voir la pièce maîtresse de l'exposition, il suffit de lever les yeux. La tour Eiffel culmine à plus de 300 mètres. C'est un chef-d'œuvre de dentelle de métal peint en rouge. Et pas très loin de la Dame de Fer, qui ne sera finalement jamais démontée, il y a une autre dame au caractère bien trempé. Elle s'appelle Herminie Cadol. Elle a 46 ans et dans sa petite échoppe, cette corsetière présente sa nouvelle invention, le corselet-gorge. Comment ça, vous ne savez pas ce que c'est ? C'est parce que c'est tout nouveau, je vais vous expliquer. Vous voyez, c'est comme les corsets que vous portez, ou que votre femme porte, mais il est coupé sous la poitrine. Le ventre est libéré. On peut bouger librement de gauche à droite, se pencher dans toutes les directions. Et pour que ça soutienne quand même bien les seins, on a ajouté des bretelles. Ah si, je vous le dis, c'est révolutionnaire. Ça va changer la vie des femmes, vous verrez. Est-ce que quand on est fille de couvreur, on est prédestiné à découvrir le corps des femmes? Quand elle voit le jour à Beaugency, dans le Loiret, en 1842, Herminie Cadol s'appelle Eugénie Sardon. Elle vient d'une modeste famille d'ouvriers. Eugénie n'a pas grand-chose à espérer de la vie. Mais voilà, elle a un gros caractère et elle est habile de ses doigts. Elle pourrait être une simple cousette, mais elle préfère les pièces compliquées à monter, comme les gilets et les corsets. Il faut couper des morceaux de tissu aux formes complexes, les assembler avec précision, leur permettre d'épouser le corps de leur propriétaire, sans les étouffer pour les hommes, et en les étouffant bien pour les femmes. C'est un peu plus compliqué que de coudre l'ourlet d'un rideau. À 18 ans, Eugénie épouse Ernest Philippe Cadol, un ouvrier peintre. À partir de maintenant, si vous le permettez, on l'appellera par son nom de scène, Herminie Cadol. Le couple a un fils à qui il donne le joli nom d'Alcide Ernest. Comme beaucoup d'ouvriers, le jeune couple Cadol rêve de la capitale. L'industrie s'y développe avec de nouvelles usines et des ateliers tenus par la nouvelle aristocratie, la bourgeoisie d'affaires. Depuis 20 ans, les crises à répétition poussent les paysans à rejoindre les villes pour louer leur force de travail aux nouveaux patrons. C'est l'exode rural. Herminie doit se dire que dans ce contexte où tout va si vite, si on est un peu malin, une corsetière peut aussi devenir patronne. Qui sait ? Au milieu des années 1860, le couple Cadol s'installe donc à Paris, dans le quartier de la Villette, rue d'Aubervilliers. Ce quartier, c'est pas la joie. C'est une zone très populaire, fraîchement rattachée à Paris. Il y a plein de nouveaux hangars, des habitations insalubres, des ouvriers épuisés et qui dépensent souvent leurs maigres revenus dans l'alcool. Mais ce n'est pas le cas du couple Cadol. Ernest Philippe trouve facilement un travail dans le bâtiment alors que Paris est en plein réaménagement haussmannien. Herminie, elle, est employée comme giletière et corsetière dans un atelier de confection. Ces années sont sans doute difficiles. Les travailleurs n'ont alors presque aucun droit. En 1867, le philosophe et économiste allemand Karl Marx écrit «
le Capital, qui entend dénoncer ce nouveau système qui exploite les travailleurs au profit des bourgeois, le capitalisme. Difficile de dire si Herminie Cadol a tout de suite connaissance de ce livre parce qu'une série de drames va maintenant bousculer sa vie. Napoléon III est entré en guerre contre la Prusse. La défaite de Sedan, le 1er septembre 1870, se solde par son abdication. Le 4 septembre voit naître la Troisième République. Mais pour l'heure, elle est totalement désorganisée, parce que l'urgence, ce n'est pas d'élire de nouveaux députés, mais de poursuivre la guerre contre les Prussiens qui avancent vers Paris. Du 17 septembre 1870 au 28 janvier 1871, Paris est assiégé. Le froid est terrible, avec des pics à moins 12 degrés. On brûle les meubles pour se chauffer, mais ça encore, ce n'est pas grand-chose, parce qu'en réalité, les gens meurent de faim. Les plus riches s'offrent les animaux du jardin des plantes en gigot. Combien peut coûter un steak d'éléphant, de chameau ou de girafe ? Bon, les cartes des restaurants qui les servent n'affichent pas toujours les prix en face de leur menu extravagant. Les plus pauvres, quant à eux, cuisinent du rat. Une chance parce que on n'en manque pas dans la capitale. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Herminie a certainement mangé du rat pendant ces mois de guerre. Comme le temps n'est plus à la couture et qu'elle refuse l'inactivité, la Corsetière fréquente le comité de vigilance des femmes du 18e arrondissement. C'est là qu'elle rencontre la militante qui préside ce cercle féministe. Elle s'appelle Louise Michel. La Vierge Rouge a un visage aux traits ingrats, un peu mou, qui lui donne une impression de passivité totalement à rebours de son caractère. Cette fille naturelle de nobliaux de province parle avec éloquence et passion. Elle est très éduquée, elle a même été enseignante. Herminie et Louise s'entendent à merveille. Elles deviennent amies parce qu'elles ont les mêmes valeurs anarchistes. Mais être anarchiste au XIXe siècle ne signifie pas qu'on déteste sa patrie. Voir le nouveau gouvernement inerte face à la menace prussienne les rend folles. Louise manifeste contre la nouvelle République incapable de se battre. Il semblerait qu'Herminie aussi. Le 28 janvier, enfin, le cessez-le-feu est signé. La France a perdu la guerre. Les Prussiens annexent l'Alsace-Moselle, comme on dit alors, et occupent le Champ de Mars dans un défilé obscène de claquements de bottes et de casques à pointe. Au début du mois de mars, le nouveau gouvernement, déjà humilié par la défaite, s'installe à Versailles pour laisser le champ libre aux Prussiens, alors qu'une partie des Parisiens est déjà prête à se rebeller contre l'occupant. Le 18 mars, alors que Paris est une poudrière, la Commune commence. La capitale sera rouge pendant 2 mois. Rouge d'idées d'extrême gauche et rouge de sang. La Commune est à la fois un refus de la défaite contre les Prussiens et un désaccord sur le fonctionnement de la République. On hésite entre démocratie directe et démocratie représentative, le pouvoir au peuple ou à ses représentants. La Commune de Paris se rêve en petit univers autogéré et farouchement républicain, un exemple pour le reste de la France. Dans ce contexte terrible de guerre civile, Herminie fréquente l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés. Il s'agit d'une des toutes premières associations féministes et ouvrières fondées pendant la Commune. Évidemment, l'association est ouvrière, mais elle est dirigée par des intellectuelles plutôt bourgeoises qui ont bien lu Marx. Herminie et son époux participent aux événements de la Commune, au soulèvement qui oppose les communards et les Versaillais, les représentants de l'ordre officiel. Paris est à feu et à sang. Herminie n'est sans doute pas debout sur toutes les barricades, mais son action, dont on connaît mal les détails, est suffisante pour qu'elle se retrouve arrêtée avec son mari. En mai 1872, Ernest Philippe Cadol est condamné à 2 ans de prison et à 10 ans de privation de droits civiques, peine qui sera rapidement réduite de moitié. Herminie est aussi placée en détention. Faute de place à Paris, elle commence à purger sa peine à Rouen. Elle est ensuite déplacée au dépôt des chantiers à Versailles, où se trouve son amie Louise Michel, l'égérie de la Commune, qui poursuivra bientôt sa peine au bagne. Herminie est finalement relâchée au bout de quelques mois, mais Paris est toujours étroitement surveillé par les Versaillais. La Corsetière retrouve donc sa liberté dans une ville en pleine crise. Toujours militante, elle prend un poste de trésorière dans une association qui accueille les déportés de retour du bagne de Nouvelle-Calédonie. Évidemment, en 1880, lorsque Louise Michel rentre de ces îles lointaines, Herminie Cadol est là pour l'accueillir aux côtés de Georges Clemenceau en personne. Pendant que le comité « bourgeois », comme elle l'appelle, prend des photos et parle aux journalistes,
la corsetière file dans un petit restaurant à Montparnasse qui reçoit les déportés moins médiatiques. Elle s'assure qu'ils aient de quoi manger et se loger. Son militantisme est concret. Herminie est une femme d'action. Elle ne compte pas s'arrêter quand son comité est dissous l'année suivante. Avec son mari et quelques amis, elle en refonde un autre nommé la Solidarité des proscrits de 1871, dont elle est à nouveau la trésorière. Pour Herminie, aucun ancien communard ne doit rester sur le carreau. C'était ça les idées de la Commune. La liberté, l'égalité, mais aussi la fraternité. Tout ça ne devait pas être de vains mots. En 1880, cette même année où Louise Michel rentre de Nouvelle-Calédonie, Herminie va encore avoir des démêlés avec la police. Quelques années plus tôt, pendant la Commune, au comité de vigilance du 18e arrondissement, Herminie Cadol a rencontré Théophile Ferré, un grand militant et anarchiste qui collectionnait les arrestations. Louise Michel était d'ailleurs secrètement amoureuse de ce petit homme à la grosse barbe noire et à la verve cynique. Pendant la Commune, Ferré a été arrêté et pendant son procès, il a invité ses juges à prendre sa tête puisqu'il la voulait. Et puis, il a ajouté « Je confie à l'avenir le soin de ma mémoire et de ma vengeance ». Vous voyez le genre de personnage dont il s'agit. Ferré est finalement fusillé sur le plateau de Satory le 28 novembre 1871. Il est ensuite inhumé au cimetière de Levallois-Perret. Donc, en cette année 1880, Herminie Cadol participe à une manifestation sur la tombe de Théophile Ferré, une manifestation interdite par la préfecture de police. Là, sur la tombe de Ferré, Herminie hurle « Ferré, nous honorons ta mémoire, nous te vengerons !» J'aime autant vous dire que cette saillie bravache dans une manifestation interdite plaît assez peu à la police. Herminie et 10 autres prévenus, dont son propre fils de 19 ans, se retrouvent déférés devant le tribunal après un tour en panier à salade. Vous savez, ces fourgons de police à claire-voie qui donnaient l'impression que les détenus étaient des salades dans un panier prêt à être essorés. En arrivant devant les juges, elle en remet une couche en s'écriant « Nous voulons honorer nos morts comme vous voulez honorer les vôtres ». Bon, ça va, c'est pas trop violent. Pour cette fois, les juges sont cléments. Herminie est remise en liberté. Mais elle n'a pas fini de régler ses comptes avec la police. Ce qu'elle s'apprête à faire va avoir l'effet d'une bombe. Dans le second épisode dédié à Herminie Cadol, je vous raconterai comment, après ses démêlés avec la police, la corsetière a fini par inventer le soutien-gorge. À très vite pour la suite de ce récit. Herminie Cadol. Il n'y a plus que les amateurs de lingerie de luxe qui connaissent son nom aujourd'hui. Et pourtant, elle est la créatrice du soutien-gorge moderne. Mais avant de révolutionner les dessous féminins, cette corsetière ambitieuse s'est illustrée comme communarde, un engagement qui lui vaut plusieurs confrontations avec la police. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Herminie Cadol, l'anarchiste qui a inventé le soutien-gorge. Épisode 2. Un bon coup de ciseau. Nous sommes à Paris en 1880. Herminie Cadol, corsetière âgée d'une quarantaine d'années, vient d'être relâchée par la police après avoir participé à une manifestation interdite sur la tombe du communard Théophile Ferré. Elle s'en tire à bon compte. Mais la police, elle l'a dans le nez. Alors elle va tenter un coup. En 1871, juste après la fin de la Commune, elle a fait de la prison. Elle était détenue dans le dépôt des chantiers avec la militante Louise Michel. Cette prison était dirigée par un Versaillais, un partisan de l'ordre au service de la toute nouvelle Troisième République, le lieutenant Marcéroux. Eh bien, Herminie va dire tout haut la vérité sur Marcéroux. Un homme violent qui malmenait les détenus bien au-delà de ce que le droit et la justice permettent. Ce sont des journalistes communards et militants qui recueillent les confessions des anciens détenus, dont celle d'Herminie. Elle est d'ailleurs la première femme à donner son témoignage au journal L'Intransigeant. Marcéroux, bonapartiste, geôlier en chef du dépôt des chantiers, gardait ses prisonniers dans des cellules d'une saleté repoussante, rongées par l'humidité. Bah, si ce n'était que ça, le chef de la prison battait les enfants et violait les femmes. L'élégant militaire qui portait beau avec sa moustache et ses cheveux bien coiffés était un monstre. Un jour, Herminie est témoin d'une scène affreuse. Marcéroux fouette un enfant avec la gourmandise des sadiques. Incapable de rester sans rien faire, la corsetière invective le lieutenant. Elle le paye cher.
En guise de représailles, elle est attachée à un poteau par des cordes si serrées qu'elle se retrouve en sang sous le regard ravi du lieutenant Marcéroux qui demande à ce qu'on resserre encore les cordes. Pour les Versaillais, ces témoignages sont des vengeances des Rouges. Il ne faut pas les voir autrement. Néanmoins, une enquête administrative est lancée par le garde des Sceaux. Herminie Cadol est écoutée comme témoin, mais elle sent bien que l'affaire n'ira pas loin. Pour elle, le vrai tribunal sera celui de l'opinion publique, puisque la justice ne fera rien. Et en effet, à la fin de l'année 1880, l'enquête administrative contre Marcéroux prend fin puisqu'il n'y a pas suffisamment de preuves contre lui, selon le garde des Sceaux. Herminie est déçue, mais les années 1880 vont lui donner l'occasion de rebondir d'une manière inespérée. Après avoir marié son fils et perdu son mari, Herminie décide de partir pour l'Argentine en 1887. L'essor économique de cette jeune république est exceptionnel et de nombreux communards y sont déjà installés. C'est là qu'en femme émancipée, maîtresse de son destin et de ses finances, la veuve Cadol ouvre sa première boutique de lingerie. L'entreprise est couronnée de succès. Dans son atelier, entre ses aiguilles et ses baleines à corset, Herminie reste une militante. Elle fabrique des corsets à la mode qui font pigeonner les seins, étranglent fortement la taille et s'évasent sur les hanches, créant une silhouette rigide qui limite le mouvement du haut du corps. Bouger est difficile, respirer est une gageure. Quel objet de souffrance! Alors un jour, Herminie prend une paire de ciseaux et coupe son corset sous la poitrine. Elle obtient une pièce capable de maintenir les seins si on y ajoute des bretelles et l'estomac est enfin libéré. Même si la deuxième partie du corset maintient le bassin, on peut respirer et bouger. C'est une révolution. Elle peaufine la décoration de sa création avec des rubans et appelle son modèle le bien-être. Mais c'est un modèle de quoi? C'est une pièce de lingerie qui n'existe pas. Herminie décide de l'appeler le corselet-gorge. Maintenant, il va falloir le faire connaître et le commercialiser. Pour cela, il faut revenir en France. Herminie Cadol quitte Buenos Aires à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. La première a eu lieu en 1851 en Angleterre. Il s'agit d'une sorte d'immense foire qui dure entre 3 et 6 mois. On y expose toutes les nouveautés et les gloires du monde. Napoléon III, qui était un empereur moderne, s'est vite intéressé à ce nouveau phénomène. La France a donc organisé la deuxième exposition universelle, puis la quatrième, la septième et maintenant la 10e en 1889. Celle-ci a pour thème le centenaire de la Révolution française. Maintenant que la Troisième République est bien établie, l'exposition doit refléter à la fois la grandeur de la République française, mais aussi la supériorité de ce régime politique sur les autres. Évidemment, vous vous en doutez, une thématique à la gloire de la République ne réjouit pas les vieilles monarchies. L'exposition est tout simplement boycottée par le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal et la Russie, entre autres royautés. L'exposition s'étend sur 96 hectares et son joyau controversé est la Tour Eiffel avec sa belle peinture rouge. Depuis son sommet, on peut contempler toute la ville, c'est spectaculaire. Au sol, on célèbre surtout les innovations industrielles. Certains pavillons ont même l'électricité. Herminie Cadol possède son propre stand au milieu de toute cette effervescence. Il faut imaginer les visiteurs béats devant ces mannequins affublés d'un corselet-gorge. Pour bien comprendre en quoi l'invention d'Herminie Cadol est révolutionnaire, il faut que je vous décrive un peu la mode des années 1880-1890. À cette époque-là, toute la silhouette féminine dépend du corset. Le haut du corps est rendu plus imposant grâce à des manches larges au niveau des épaules. On laisse de la place à la poitrine, puis on étrangle progressivement le buste jusqu'à la taille le plus possible. L'idée est d'avoir une silhouette en sablier. Les fashion victimes de cette époque parviennent même à se donner un tour de taille de 48 cm. Pour en arriver là, il faut s'astreindre quotidiennement au port d'un corset trop serré et les organes finissent par changer de place, chasser au-dessus ou au-dessous de la taille. Évidemment, tout ça cause un certain nombre de problèmes de respiration et de digestion. Dans un tel contexte, l'invention d'Herminie semble folle. Elle a osé libérer l'estomac et les poumons qui ne sont plus comprimés. On peut bouger le buste parce que la partie basse du corset passe sous les côtes. Si ce que je vous raconte ne vous semble pas très clair, essayez un vrai corset avec des baleines et des lacets bien serrés et vous allez comprendre.
Bref, le corselet-gorge Cadol est remarqué mais pas vraiment apprécié. Herminie est trop en avance sur son temps. Bon, c'est pas si grave, hein. Elle a de la suite dans les idées. En 1898, soit 9 ans plus tard, la corsetière dépose un brevet pour son corselet-gorge. Elle dessine précisément son modèle de face et de dos. Elle conserve des pièces de tissu solides, comme pour les corsets, maintenues par des armatures qui prennent la poitrine. En réalité, il y a une astuce qui va vous faire sourire. Il y a des modèles pour soutenir les fortes poitrines et des modèles pour rembourrer les petites poitrines. À cela s'ajoutent des dentelles et des froufrous pour l'esthétique et des lacets de serrage. La pièce du haut est liée à une autre pièce qui en serre la taille et les hanches, sur lesquelles sont attachées des jarretelles pour faire tenir les bas. C'est assez joli. Herminie Cadol présente à nouveau son corselet-gorge à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Cette fois, la corsetière remporte la médaille de bronze de l'exposition pour son innovation. Elle s'empresse de faire imprimer des petits cartons publicitaires qui célèbrent ses succès. On peut y lire Corset Cadol, exposition universelle Paris 1900, médaille de bronze. Exposition d'hygiène de la médecine française, médaille d'or. Veuve H. Cadol, 24 rue Chaussée-d'Antin, Paris, 104 Caillé, Pérou, Buenos Aires. Corset-gorge remplaçant le corset breveté en France et à l'étranger. Cette fois, le succès est au rendez-vous et Herminie n'hésite pas à attaquer en justice les corsetiers qui imitent son modèle sans autorisation. Mais c'est finalement l'expression « soutien-gorge » qui se popularise en entrant dans les dictionnaires et les grands magasins. Avec le nouveau siècle, les mœurs se changent. Les femmes, enfin certaines femmes, se mettent à rêver de liberté. Herminie ouvre une nouvelle boutique dans la prestigieuse rue Cambon. Elle emploie maintenant plusieurs dizaines d'ouvrières. Ironie du sort, la communarde est devenue une chef d'entreprise bourgeoise. La Première Guerre mondiale renvoie définitivement les corsets au fond des placards. En remplaçant les hommes au travail, les femmes ont besoin de toute leur liberté de mouvement. Le soutien-gorge devient la norme. Après la guerre, les femmes sont en pleine conquête de l'égalité. Herminie innove encore en 1921 en lançant le premier partenariat d'une marque avec une sportive professionnelle. Il s'agit de la joueuse de tennis Suzanne Lenglen. Herminie est maintenant une vieille dame. Elle passe le plus clair de son temps dans sa belle maison de Saint-Cloud où elle s'éteint à 82 ans en janvier 1924. Elle lègue à sa petite-fille une entreprise prospère. Marguerite Cadol poursuit les travaux de sa grand-mère et en 1925, elle crée pour Gabrielle Chanel le Boyish Form, un soutien-gorge qui aplatit les seins pour garantir cette silhouette androgyne que la nouvelle reine de la haute couture est en train de lancer. La maison Cadol a continué à exister grâce à une lignée de femmes déterminées et créatives. Depuis quelques années, Cadol remet au goût du jour le corset, une pièce de lingerie de luxe avec des matériaux modernes pour sublimer les femmes et non plus pour les entraver. Pour en savoir plus sur le premier soutien-gorge d'Herminie Cadol, je vous invite à lire l'article que je lui consacre dans Madame Figaro. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt.